Merci de rester fidèle à FM Télévision. Mesdames et messieurs, vous informer, c'est notre passion. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 13 provinces à problème, c'est pour bientôt. La CENI a rendu public ce jeudi sa feuille de route. Massacre des civils à Djougou en Ituri, la première journée de deuil décrétée par la société civile a été diversement suivie. Et enfin, plus de crise au FC Renaissance, message essentiel à retenir après la rencontre ce jeudi entre le conseil d'administration et le nouveau comité sportif. Encore une fois, bonsoir. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a publié ce jeudi sa feuille de route pour la tenue des élections en République démocratique du Congo. Sauf changement de dernière minute, la CENI prévoit les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs pour ce 6 avril 2022. L'information a été livrée au cours de la conférence de presse organisée ce jeudi par le bureau Kadima. Suivez. Malgré les différentes tractations entretenues par les opposants congolais autour de la crédibilité des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima et toute son équipe sont à pied d'œuvre pour la tenue des prochaines élections en 2023. Face à la presse, le bureau de la CENI a présenté ce jeudi sa feuille de route. La Commission électorale nationale indépendante veut d'abord apurer les arriérés électorales avant d'entamer les prochaines échéances électorales de 2023. C'est dans cet ordre d'idées que les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs ont été fixées au 6 avril prochain. Selon le calendrier publié, du 13 au 23 février 2022, la CENI procédera à l'enregistrement des candidatures. Le 3 mars 2022 aura lieu la publication de la liste provisoire des candidats retenus. La publication de la liste définitive des candidats par province est prévue pour le 22 mars 2022. La campagne électorale débutera du 3 au 5 avril 2022 et l'élection proprement dite aura lieu le 6 avril 2022 pour les provinces de Baouélé, Ouélé, Kasaï oriental, Congo central, Lomami, Maïndombe, Tanganyika, Maniema, Mongala, Chopo, Kasaï central. S'agissant de la province de l'Ituri, la Commission électorale nationale indépendante attend la fin de l'état des sièges avant d'organiser l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Retenez également que la province du Kwango et la ville-province de Kinshasa ne seront concernées que pour les élections des vice-gouverneurs. Il s'est de signaler que le président du bureau de la CENI, Denis Kadima, a ému plusieurs craintes qui pourront entraver la tenue dans le délai de tous ces scrutins, entre autres le décaissement des fonds par le gouvernement congolais. Dans le même registre, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a attiré l'attention de l'opinion publique à ne pas confondre cette feuille de route publiée avec le calendrier électoral. Denis Kadima est au micro de Fifi Kalumbwe et Plamedi Tondo. Après l'organisation des 3 cycles électoraux, la CENI se trouve aujourd'hui à la recherche d'une nouvelle identité, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle image de marque, des nouvelles valeurs et d'une crédibilité renouvelée en tant qu'institution d'appui à la démocratie, chargée d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques et transparents. C'est dans le sens même de l'atelier de planification stratégique organisé récemment du 18 au 20 janvier dernier. Mesdames et messieurs, la feuille de route que la CENI publie ce jour n'est pas à confondre avec le calendrier électoral qui sera publié ultérieurement. Néanmoins, dans son élaboration, différentes contraintes ont été prises en considération, notamment les délais constitutionnels et légaux, les considérations financières, techniques et sanitaires, les contraintes climatiques et sécuritaires. Cette feuille de route fera l'objet d'une mise à jour à l'issue de la tenue des cas de concertation avec les différentes parties prenantes au processus électoral. Et puis, le FCC de Joseph Kabila se dit non concerné par cette feuille de route de la centrale électorale. Pour Claude Machala, c'est le consensus ou rien. Ce cadre du Front commun pour le Congo qualifie l'équipe de Denis Kadima d'une bande d'usurpateurs. On l'écoute au micro de Patrick Ngou et Shadrach Kembo. Pour nous, cette CENI-là n'existe pas.
Donc nous ne sommes pas concernés par ce calendrier qui est publié par une bande d'usurpateurs. Et nous attendons la CENI, c'est celle du consensus. La CENI dépolitisée, la CENI qui soit la moins tribale possible. Donc c'est le calendrier qui pourrait être proposé par cette CENI-là qui pourrait nous pousser à émettre un quelconque point de vue. Les élections, c'est pour l'année prochaine et qu'aucun glissement ne pourrait être toléré. Et je pense qu'en 2016, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, farouche opposant à Joseph Kabila Kabange, a eu à dire à peu près ceci. Ce qui est l'élection exacte, Joseph Kabila paie à Gozalate. Donc, en 2023, il faut élection exacte. Tout ça, la jurisprudence, il y a tiroir, il y a opposition. Pour monter une CENI du consensus, on n'a pas besoin d'un mois. C'est un problème d'individu. On a juste besoin de moins d'égoïsme, de moins de propagande, de moins de plus d'humiliation, d'un maximum de passion pour le Congo. Et cette CENI-là pourrait voir le jour en 5, 6, 10 jours. Nous savons que le chef de l'État actuel sera candidat. Et je souhaiterais que tout puisse se dérouler dans les normes, dans les consensus. Et nous tenons au consensus. Et ce n'est pas ce que le blabla là, que M. Kadima a sorti qui pourrait nous faire penser que voilà, il y aura des élections. Nous voulons voir les élections dans le délai constitutionnel et nous ne voulons pas qu'il y ait un quelconque glissement. Ces mots sont du président de la plateforme et confession religieuse. L'évêque Dodo Kamba l'a dit mercredi lors d'une visite que son équipe a effectuée au siège de la centrale électorale. On l'écoute. Nous sommes venus leur rendre visite officiellement, nous imprégner de la situation, de savoir un peu ce qui s'est fait et nous rassurer du reste. Nous avons voulu faire entendre des oreilles d'abord du président de la CENI et de tout le monde du bureau que nous voulons voir les élections dans le délai constitutionnel comme nous l'avons promis au peuple congolais et nous ne voulons pas qu'il y ait un quelconque glissement pour aucune raison non plus. Et ils nous ont rassurés en nous présentant des éléments qui aussi nous met en confiance de croire que les choses sont faisables à leur niveau, que la responsabilité incombe aussi au gouvernement. Nous sommes des hommes d'église et le président Denis remplit sa mission au niveau de la CENI en toute liberté et autonomie. On n'a pas de problème. Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bila, a rendu public ce jeudi l'arrêté portant création d'une fourrière dans la ville de Kinshasa. C'est pour la première fois que l'autorité urbaine crée un endroit qui recevra tous les véhicules et autres épaves abandonnés sur la voie publique. Le site se trouve non loin de l'échangeur de Limeti. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Drame de Matadi Kibala, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé une réunion de crise avec ses collaborateurs ainsi que les autorités administratives et policières pour analyser la question sur la délocalisation de ce marché installé près des câbles haute tension de la SNEL. Annie Akole pour ces détails. C'est une réunion qui a été prévue depuis plusieurs jours car le président de la République, Félix Tshisekedi, avait dans sa communication au Conseil des ministres qui s'est tenu le vendredi 7 janvier dernier, suggère d'étudier la possibilité de délocaliser le marché de Matadi Kibala qui représente une forte menace pour les commerçants qui exercent leur activité parce que situé entre la ville-province de Kinshasa et la province du Congo central où un trafic de gros véhicules est important. Malheureusement, le marché a connu un accident dans la matinée de mercredi 2 février. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat a annoncé qu'il y avait des sites identifiés préalablement pour permettre d'amorcer la délocalisation, a dit à la presse Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, au terme de la réunion. Pour le drame de Matadi Kibala, les membres du gouvernement sont revenus sur des détails nécessaires, notamment l'identification des victimes et l'organisation des obsèques qui seront prises en charge par le gouvernement, où l'on aperçoit des habitations qui sont aménagées sur les pieds des pylônes de la SNEL.
Il y a lieu d'observer que cette problématique se pose dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa, où l'on aperçoit des habitations qui sont aménagées sur les pieds des plans de la SNEL. Sur des servitudes où normalement on ne devait pas avoir des constructions, a ajouté le ministre de la Communication et Médias. Pour rappel, 26 personnes, dont 24 femmes et 2 hommes, sont mortes, électrocutées suite au drame d'un câble haute tension de la SNEL à Matadi-Kibala. Toujours au sujet des tragédies, la province de l'Ituri pleure les 156 personnes tuées lors d'une attaque des miliciens Kadeko à Djougou dans la province de l'Ituri la nuit du mardi à mercredi. Les 3 journées décrétées par la société civile pour observer un deuil national a eu une réussite, nous renseigne Andy Kambalé, notre correspondant sur place. En réaction au massacre de plus de 50 déplacés de guerre qui étaient regroupés au site de Boulé, c'est à plus de 75 km au nord de Bouniada, le territoire de Djougou, la coordination provinciale de la société civile a décrété à partir de ce jeudi 3 journées de deuil. Cette journée a été diversement observée sur l'étendue de la province de l'Ituri. Si à Bounia, les activités ont tourné au ralenti, dans d'autres centres, à l'occurrence Mambasa, Mahagi, Mungwalu et Aru, les activités ont tourné à la normale. On note que le gouvernement central a instruit le gouvernement provincial de l'Ituri de pouvoir prendre à charge les frais d'obsèques des personnes décédées, mais aussi de prendre à charge les frais des soins des blessés. Il faut rappeler que c'est dans la nuit du 1er au 2 février 2022 que les présumés miliciens de la coopérative pour le développement au Congo, ODECO, ont attaqué les sites où se trouvaient ces déplacés de guerre. C'est dans la localité de Boulé, nous sommes dans les territoires de Djougou. D'après les sources de la société civile, au moins 56 personnes, parmi lesquelles 18 enfants et en majorité des femmes, ont été tuées à l'arme blanche et plusieurs autres personnes, plus de 65, ont été grièvement blessées et on dénombre également des personnes portées disparues. Cette attaque a soulevé une vague d'indignation au sein de l'opinion publique dans la province de l'Ituri. Plusieurs internautes ont appelé carrément à la démission du gouverneur militaire de l'Ituri qui continue toujours à promettre, mais les actions se font attendre. Toujours au chapitre de la sécurité dans l'est du pays, un prêtre catholique a été assassiné par des hommes armés hier mercredi. Le drame s'est produit dans les territoires des Lubero. Monica Makaba. Le curé était seul dans sa voiture pendant qu'il revenait d'une fête de consécration à Kanyabayonga, où il était avec d'autres prêtres et se dirigeait à Kasenge. On a retrouvé son corps allongé dans sa voiture à côté de son téléphone qui n'a pas été emporté par ses bourreaux, explique le bourgmestre de la commune de Kirumba, Obed Kambale. L'émotion est grande dans la région. Le corps de la victime a été levé du lieu de drame et se trouve présentement à la morgue de l'hôpital général de Kaina en attendant son inhumation. Les auteurs de cet assassinat ne sont pas connus, dit la même source. L'on se souvient que ce n'est pas le premier cas d'assassinat ciblant les prêtres dans la région. En 2010, le curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Kanyabayonga, dont Christian Bakulene, avait été tué par les mêmes circonstances au village Mapéré à Lubero, pendant qu'il voyageait sur une moto. En 2018, un autre prêtre, Vincent Machosi, avait été tué par des hommes armés près de Boutembo dans le territoire de Béni. Depuis 2012, au moins 5 prêtres ont été enlevés par des hommes armés. Toujours au Nord Kivu, les hommes armés du groupe terroriste ADF ont provoqué une nouvelle attaque. Le bilan fait état de 2 personnes tuées et plusieurs blessés. Ces rebelles ont également occasionné l'évasion de quelques prisonniers ce jeudi. Suivez Esther Siamouni et Blanchard Mavoula. La tension était vive, une grande insécurité a sévi dans cette partie de la République la nuit. À la traversée de mercredi 2 à jeudi 3 février, les armes lourdes et légères dominaient au centre des négoces d'immobilier à Béni depuis 21 h du mercredi dernier, nous rapportent les sources indiscrètes de ces villages. Notons que 2 morts, dont une femme et un enfant de moins de 5 ans, plusieurs blessés et le prisonnier libéré ont été recensés en termes de bilan de cette attaque.
Il s'y est de préciser que cette situation a occasionné un déplacement massif de la population vers l'Ouganda et d'autres dans la brousse pour se mettre à l'abri du danger. Il faut dire que la situation restait tendue bien que la population qui s'est déplacée nuitamment regagne leur résidence. L'attente de cette population ne peut se traduire qu'en 2 mots, la paix. Parlons autre chose. Autrefois réputée dans la délinquance dans la ville de Kinshasa, la vague des jeunes gens communément appelés Kuluna transférés à Kanyamakasisi sont désormais engagés au sein du service national. Le gouvernement congolais a ordonné le paiement des salaires pour ces jeunes qui ont appris plusieurs formations artisanales utiles pour le développement de la société. Parlons sport, le ciel s'éclaircit au FC Renaissance du Congo. La crise qui a secoué cette formation sportive s'est dissipée grâce aux efforts fournis par le nouveau comité dirigé par Maître Malou Abili Cléophas. Cet après-midi, les relations sont redevenues au beau fixe entre le conseil d'administration et le nouveau comité sportif du club conduit par son président. Lionel Ngolo pour les détails. La crise au sein du FC Renaissance appartient désormais au passé. Après l'Assemblée générale extraordinaire de dimanche dernier, le nouveau comité provisoire dirigé par le maître Malou Abili Cléophas a eu une tête-à-tête avec le conseil d'administration chapeauté par l'évêque Pascal Moukouna. C'était au cours d'une rencontre tenue ce jeudi à Bandal, dans le siège du conseil d'administration. Au sorti de leurs échanges, le président du conseil d'administration, l'évêque Pascal Moukouna, a salué tout de même la démarche entreprise par le nouveau comité. Nazaline et Sengomi, c'est puisque il y a un conseil d'administration pour officiellement côté de ce comité na bango pe kolukape liloba ya lipamboli liloba ya conseil d'administration sur musala bazote nekosala tozeli ko souhaiter bango musala malamu. Ce qui est même bandeko que ba procéder kindenge comité de crise au Isali, je pense que makambolingi tambola malamu. Pour le nouveau président du club orange de la capitale, le maître Malou Abili Cléophas, il n'y a qu'une seule équipe du FC Renaissance. Mais unité, kimia, ndeloko tosengi nabatu, nyons, ezalaba oyo entre guillemets soi-disant. Baningi bakanisa ke bazana ngambo mususu te face à na face de la Renaissance ezate Renaissance eza moko biso nyonso bana mutu moko nous sommes ensemble. Rappelons que tout est parti de la pétition de joueurs qui reprochait plusieurs grèves contre l'ancien comité et exigeait la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. Retenez que le nouveau président du FC Renaissance, le patron de l'espace Fondation Maloua, a reçu la mission de restaurer le climat de confiance et de permettre à l'équipe de retrouver ce marque. Triste nouvelle, l'Union sportive Chinkunku vient de perdre l'un de ses attaquants. Augustin Kassongo est décédé hier mercredi de suite d'un arrêt cardiaque. Aristote Pelli nous en parle. En plein championnat national de la Ligue nationale de football, le club promis en Ligue 1 cette saison, l'US Chinkunku, vient de perdre un de ses cadres. Il est resté à Kananga pour poursuivre ses soins médicaux. Selon des sources proches du club, il a succombé des suites d'un arrêt cardiaque à l'hôpital général d'Endesha où il était interné depuis quelques temps pour des soins appropriés. Kassongo Augustin est l'une des artisans de la campagne de l'US Chinkunku en deuxième division la saison dernière. Ce dernier était le deuxième meilleur buteur de l'US Chinkunku de la saison passée avec 11 réalisations au total pour lui seul. Ce renard de surface a gagné la confiance des supporters de l'US Chinkunku lorsqu'il a marqué le but de la victoire contre Océan Pacifique de Mbuji-Mayi en Ligue 2. Une victoire historique pour les unionistes qui décrochaient un ticket pour jouer la division 1 de la Ligue nationale de football cette saison. Jean-Claude Loboko, entraîneur de cette formation, ne pourra plus compter sur ses services désormais partis dans l'au-delà.
Et puis, éliminatoire mondial féminin U17 en 2022, les Léopards dames seniors de la RDC vont affronter en mars prochain les Super Falcons du Nigeria au tour qualificatif des éliminatoires de la Coupe du Monde féminin U17 Inde 2022. Aristote Pelli, encore une fois. Après leur qualification au premier tour sur tapis vert au détriment du Rwanda, les Léopards dames U17 devront cette fois-ci sortir et crier la sensation devant les deuxièmes pays africains ayant plus participé au mondial féminin U17 afin d'obtenir les tickets pour la phase finale. Le match aller est prévu pour le vendredi 4 mars au stade des Martyrs de la Pentecôte, alors que le match retour dans 2 semaines au National Stadium d'Abuja. La République démocratique du Congo s'est qualifiée au 2e tour suite à la correspondance de la Fédération rwandaise de football association adressée à la Confédération africaine de football, CAF, de l'incapacité de son équipe féminine à participer au premier tour des éliminatoires de la dite compétition. Et c'est à cause de l'augmentation du nombre des cas de Covid-19 qui devient de plus en plus important dans les pays des 1000 collines. Cela a même poussé l'arrêt des activités sportives sur ces territoires entiers. Je vous convie à compléter l'essentiel de l'actualité parue dans les journaux avec Fifi Kalumbwe et Revue de presse. Dans cette revue de presse, mesdames et messieurs, bonsoir. Débutons avec Forum des As qui revient sur le mercredi noir à Kinshasa et titre Matadi Kibala, une tragédie pourtant évitable. Décor macabre hier mercredi 2 février à Matadi Kibala. Ce marché situé dans la commune de Mongafula à Kinshasa a offert autre chose à ses marchands que ses traditionnelles gammes de produits agricoles en provenance du Congo central. 26 personnes, dont 24 femmes, sont mortes électrocutées tôt dans la matinée. Pendant plusieurs heures, ce site a été transformé en un funérarium de fortune en plein air. Selon le communiqué de la Société nationale d'électricité que rapporte le journal, publié quelques heures après, une coupure des câbles haute tension du courant électrique a été à la base de cette tragédie qui a plongé toute la ville de Kinshasa dans un émoi et de la consternation. Aussitôt informés, plusieurs dirigeants du pays à Kinshasa ont déploré ces sinistres de trop avant d'exprimer leur compassion aux familles éplorées. Qu'à de les dire avec le président Félix Tshisekedi qui par son message publié dans son compte Twitter a salué la mémoire des victimes et a instruit les responsables et compétentes à apporter toute assistance nécessaire aux proches des personnes décédées. Dans le même registre, la percée note Kinshasa, Mongafula, plus de 30 personnes mortes par électrocution au marché Matadi Kibala. À en croire les journaux, en RDC, la chute d'un câble dans le sol inondé d'un marché de la capitale a électrocuté au moins 26 personnes. Ce mercredi matin, la plupart des victimes sont des vendeurs. À Kinshasa, les conditions de sécurité dans les marchés peuvent être dramatiques. Câbles dénudés, canalisation bouchée. Au marché Matadi Kibala, de nombreux habitants de Kinshasa s'approvisionnent en produits alimentaires en provenance de la province du Congo central. À Kinshasa, comme partout en RDC, les dispositifs de la Société nationale d'électricité sont mal entretenus, écrit le journal. Par endroits, des câbles dénudés longent les rues, les habitants passent à côté comme si rien n'était. Et lors des adverses dans la capitale congolaise, plusieurs quartiers sont inondés à cause des canalisations bouchées datant de l'époque coloniale. Changeons de chapitre avec la prospérité. Se souvenons du combat d'Étienne Tshisekedi 5 ans après. Patrick Mouyaya, la lutte pour la démocratie et les progrès sociaux continuent, rapporte le journal. Les grands combats du docteur Étienne Tshisekedi Mulumba pour l'avènement du Congo où il fait beau vivre restera à jamais gravé dans la mémoire collective en République démocratique du Congo.
Faire un grand Congo en véritable état de droit, c'est couper un morceau dans la gestion de la chose publique pour l'amélioration du social du peuple congolais. Autant principe séduisant des Congolais s'en souviennent encore 5 ans après la disparition du Sphinx délimité. D'heureuse mémoire. Patrick Mouyaya Katambwe, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, n'est pas resté. Pour lui, Étienne Tshisekedi Wamulumba est certes parti, mais il demeure encore et demeurera à jamais au regard de sa vision, son combat, son charisme durant des décennies pour le bien-être des Congolais. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette lecture de journaux. Merci de nous avoir suivis. Voilà ce qui a constitué l'essentiel de ce journal. Mesdames et messieurs, voici le rappel des titres. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 13 provinces à problème, c'est pour bientôt. La CENI a rendu public ce jeudi sa feuille de route. Massacre des civils à Djougou en Ituri, la première journée de deuil décrétée par la société civile a été diversement suivie. Et enfin, plus de crise au FC Renaissance, message essentiel à retenir après la rencontre ce jeudi entre le conseil d'administration et le nouveau comité sportif. Point final à cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi, mais restez branchés sur nos antennes pour suivre la petite école à la découverte. Nous voici de plein pied dans notre rubrique La Découverte et ce soir je suis avec Patrick Ngouo sur ce plateau. Bonsoir Patrick. Bonsoir Rite. Qu'est-ce que les téléspectateurs vont découvrir ce soir? Voilà, notre petite école nous amène encore un autre mot mal prononcé par les Congolais, les Kinonsi en particulier. Il s'agit de aventurier. Aventurier, alors que souvent on entend parler des ventriers, yosa ventrier, hein, un peu comme ça se dit en lingala, mais ce n'est pas la bonne prononciation, c'est aventurier, aventurier. Alors, un aventurier, comme on le sait, une définition rapidement, aventurier, c'est celui qui aime bien des aventures. Faire des aventures renvoie notamment à faire des blagues et consorts. Hein. Donc aventurier vient d'aventure. Aventure, par exemple, c'est celui qui aime des aventures extraordinaires, etc. Mais aventure aussi, c'est lorsqu'on veut s'engager à quelque chose, on peut dire, je démarre une aventure. Une aventure, ça peut être une aventure pour le boulot, un boulot qui commence. Une aventure, ça peut être une histoire d'amour et puis consort. Donc voilà, c'est aventurier. On doit vraiment éviter de dire ventrier, mastayosa, ventrier. Donc ventrier, ça n'existe pas. Les mots, c'est aventurier. Merci beaucoup Patrick. Nous avons tous compris, ne disons plus ventrier, mais plutôt aventurier. C'en est fini pour cette rubrique La Découverte.